Imagine un camion lourd descendant une longue pente, complètement chargé, avec des dizaines de tonnes qui poussent vers l'avant sous leur propre poids. Il n'y a pas d'odeur de frein brûlé, de roues fumantes, ni de manœuvres désespérées. Le véhicule descend de manière contrôlée, stable, comme si la gravité était contenue. Maintenant, pense à cela honnêtement. Comment freine-t-on une masse pareille sans perdre le contrôle ? Quel système permet de maîtriser une masse aussi énorme sans dépendre uniquement de la pédale de frein ? Il est possible que tu n'aies jamais entendu parler du frein moteur, que tu l'aies utilisé sans savoir exactement ce qui se passait, ou que cela te rappelle simplement une discussion entendue sur la route. Mais si quelqu'un te demandait maintenant comment il fonctionne réellement, pourquoi il est si important sur un camion, et même pourquoi il passe presque inaperçu sur une voiture, la réponse ne serait pas si simple. Et c'est là tout l'enjeu, car il ne s'agit pas d'un détail technique mineur. C'est l'une des raisons pour lesquelles un camion peut exister et travailler en toute sécurité. Un camion lourd n'est pas simplement plus grand qu'une voiture. Il possède plusieurs fois plus de masse, même lorsqu'il est à vide. Et à cela s'ajoute la charge, les pentes, les kilomètres interminables et des conditions de travail qui changent en permanence. Pour toutes ces raisons, freiner cesse d'être une action ponctuelle et devient un problème constant qu'il faut gérer pendant des heures. Et pourtant, ces véhicules le font tous les jours, de manière contrôlée et stable, comme si c'était la chose la plus normale du monde. La question n'est donc pas seulement de savoir ce qu'est le frein moteur, mais pourquoi il est indispensable sur les camions, quel problème réel il vient résoudre et ce qui se passerait s'il n'était pas présent dans les situations les plus exigeantes. Et avant de parler de freins, de moteurs ou de technique, il y a une question inévitable à laquelle nous devons répondre en premier. Si un camion est déjà extrêmement lourd, même sans charge, d'où vient exactement tout ce poids et pourquoi fait-il la différence à chaque kilomètre parcouru ? Lorsque nous parlons du poids d'un camion, nous ne parlons pas seulement de la charge qu'il transporte, même avant de charger une seule caisse, c'est déjà une masse énorme qui impose le respect. Et à vide, un ensemble tracteur peut facilement se situer entre 7 et 9 tonnes. Si l'on y ajoute une semi-remorque, même si elle est complètement vide, le chiffre augmente encore et lorsque la charge entre en jeu, le poids total peut facilement dépasser les 40 tonnes et même davantage dans des configurations spéciales. Ce poids n'apparaît ni par hasard ni par excès de luxe, chaque tonne a une raison d'être, car le châssis d'un camion n'est pas une simple structure métallique comme celle d'une voiture. Il est conçu pour supporter des contraintes constantes pendant des centaines de milliers de kilomètres. En portant des charges, en absorbant des vibrations, des torsions et des efforts qu'un véhicule léger ne connaîtra jamais, le camion a besoin d'une structure beaucoup plus résistante, l'acier est plus épais, les sections sont plus robustes et tout est pensé pour ne pas se fatiguer facilement. Cela ajoute des kilos, mais aussi de la durabilité. À cela s'ajoute le moteur, qui est un autre facteur clé. Un camion n'embarque pas un gros moteur par caprice, il a besoin de cylindrée, de couple et de résistance, car ce sont des moteurs conçus pour travailler pendant des heures à des charges élevées, en déplaçant du poids d'un point à un autre, en parcourant de longues distances sans repos et non pour de brèves accélérations. Ce bloc de fer, associé à des systèmes de refroidissement surdimensionnés, à d'énormes radiateurs et à des circuits auxiliaires, apporte une masse considérable. Et il en va de même pour la transmission, qui n'est pas une simple boîte compacte, mais un ensemble d'engrenages préparés pour supporter des forces énormes sans se briser. Viennent ensuite les systèmes qui permettent au camion d'être autre chose qu'une simple machine en mouvement, suspension renforcée, essieux de grande taille et freins dimensionnés pour arrêter des tonnes encore et encore. S'y ajoutent les systèmes pneumatiques qui actionnent les freins et l'embrayage, des éléments qui apportent eux aussi du poids, mais qui remplissent une fonction critique. Les supprimer ne rendrait pas le camion plus léger de manière sûre, cela le rendrait pratiquement inutilisable. Pour mieux comprendre pourquoi ce poids n'est pas un excès mais une nécessité, il suffit de regarder la différence d'approche entre un camion et une voiture. Alors que cette dernière est pensée pour être relativement légère, agile et efficace sur des trajets courts ou moyens, avec des composants cherchant un équilibre entre poids, coût et performance, un camion, en revanche, est conçu pour résister. Chaque décision d'ingénierie privilégie la durabilité et la capacité de travail plutôt que la légèreté. Et le résultat est un véhicule qui, même sans charge, affronte déjà des défis qu'une voiture ne connaîtra jamais. Et c'est là que le véritable problème apparaît.
Toute cette masse, tout ce poids structurel et fonctionnel ne disparaît pas lorsque le camion commence à se déplacer. Il est toujours là, poussant, accumulant de l'énergie. Surtout lorsque la route cesse d'être plane, car dans une descente prolongée, ce poids se transforme en une force constante qui veut continuer à avancer, peu importe à quel point le camion est moderne ou récent, la physique ne négocie pas. C'est à ce moment-là que beaucoup se posent la même question. Si un camion est déjà si lourd par lui-même et que chaque pente transforme ce poids en une menace potentielle, les freins traditionnels peuvent-ils, à eux seuls, tout maintenir sous contrôle pendant des kilomètres entiers sans faillir? Lorsque nous parlons de freiner un camion lourd, nous imaginons souvent le même geste que dans une voiture, appuyer sur la pédale et faire confiance au fait que tout va s'arrêter. Mais dans un véhicule de cette taille, ce geste cache un problème bien plus important, car les freins traditionnels fonctionnent toujours selon le même principe, transformer l'énergie du mouvement en chaleur par la friction. Dans une voiture, cette conversion se produit pendant quelques secondes, puis le système a le temps de refroidir, tandis que dans un camion, surtout dans certaines conditions, cette pause n'existe tout simplement pas. Chaque fois qu'un camion freine, l'énergie accumulée dans sa masse ne disparaît pas, elle se transforme en chaleur à l'intérieur de disques ou de tambours qui travaillent à la limite, et plus le poids est élevé, plus l'énergie à dissiper est importante. Comme nous l'avons déjà vu, un camion n'est pas lourd uniquement lorsqu'il est chargé. Même à vide, il transporte une quantité énorme de masse qui ne peut être ignorée, et sur terrain plat, cet effort peut être gérable, mais le véritable problème apparaît lorsque la gravité s'ajoute à l'équation. Sur une pente prolongée, le camion ne cesse pas d'accélérer naturellement. Le poids pousse constamment vers le bas et oblige le système de freinage à travailler de manière continue. Il ne s'agit pas d'un freinage ponctuel, mais de minutes entières de friction constante, et à chaque seconde qui passe, la chaleur s'accumule, les matériaux se dilatent, les surfaces perdent de leur efficacité et le système commence à sortir de sa plage idéale de fonctionnement. Ce phénomène n'est généralement ni brutal ni évident au début. Les freins ne lâchent pas d'un coup, ils se fatiguent. La réponse à la pédale devient moins précise, la distance de freinage augmente et le conducteur doit appliquer plus de pression pour obtenir le même résultat. De l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, le système lutte contre des limites physiques qui ne peuvent pas être négociées. Et le plus dangereux, c'est que cette perte d'efficacité peut passer inaperçue jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. Dans une voiture, la situation est différente. Le poids est moindre, les pentes sont généralement plus courtes et il existe toujours la possibilité de relâcher le frein, de laisser rouler le véhicule et de permettre au système de refroidir. Dans un camion lourd, en revanche, cette marge est inexistante. La pente continue, la charge pousse et le conducteur doit maintenir la vitesse sous contrôle de façon constante, sans véritable pause, et dans ce contexte, la marge d'erreur se réduit de manière drastique. Imaginons une longue descente sur une route de montagne. Le camion est chargé, le climat est stable et la vitesse est dans les limites autorisées. Il n'y a pas de manœuvre brusque ni de situation d'urgence. Malgré cela, le simple fait de maintenir la vitesse exige que les freins travaillent sans relâche. Chaque virage, chaque correction, chaque petit ajustement ajoute de la chaleur. Et cette chaleur n'a pas suffisamment de temps pour se dissiper. C'est ici que la limite du système apparaît. Les freins traditionnels, aussi robustes soient-ils, ne sont pas conçus pour absorber de manière continue toute l'énergie d'un camion lourd sur des kilomètres entiers. Ce n'est pas un problème de qualité ni d'entretien, c'est une question de physique de base. Transformer l'énergie en chaleur fonctionne, mais seulement jusqu'à un certain point, et lorsque cette limite est dépassée, le système commence à céder. C'est pourquoi, dans le monde du transport lourd, se fier uniquement aux freins de service n'est pas une option sûre. Et non pas parce qu'il s'agirait d'un mauvais système, mais parce qu'on lui demanderait d'accomplir un travail pour lequel il n'a pas été conçu. Le camion a besoin d'un moyen de réduire sa vitesse sans faire reposer tout cet effort sur les freins, d'une façon de contrôler le mouvement sans générer de la chaleur de manière constante. Et si le véritable problème est que freiner signifie accumuler de la chaleur, si cette chaleur est la limite qu'on ne peut pas franchir sans risque, alors la question suivante s'impose: comment un camion lourd peut-il réduire sa vitesse lors de longues descentes sans dépendre de la friction et sans pousser ses freins jusqu'au point d'épuisement? Jusqu'à présent, nous avons parlé de poids, d'inertie, de chaleur et de limites physiques.
Nous avons parlé de ce qui se produit lorsqu'un camion lourd descend d'une pente pendant des kilomètres et de la manière dont les freins traditionnels, aussi robustes soient-ils, n'ont pas été conçus pour absorber de l'énergie de façon continue sans conséquence. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît une question inévitable. Si freiner uniquement par la friction ne suffit pas, quelle autre option existe? C'est là qu'intervient le frein moteur. Le frein moteur n'est pas un frein supplémentaire au sens classique, ni un renfort magique qui s'ajoute simplement à la pédale, c'est une autre façon de comprendre le problème. Alors que les freins de roue transforment l'énergie du mouvement en chaleur par la friction, le frein moteur utilise le moteur même du camion pour générer une résistance à l'avancement. De cette manière, il réduit la vitesse de façon contrôlée et décharge une énorme partie de l'effort qui, autrement, reposerait exclusivement sur les freins conventionnels, sans pour autant arrêter le véhicule à lui seul. Dit simplement, le moteur, qui existe normalement pour pousser des tonnes vers l'avant, peut également être utilisé pour s'opposer à ce mouvement. Et sur un camion lourd, cette capacité n'est pas un luxe, c'est une nécessité opérationnelle. La raison d'être du frein moteur est directement liée à l'évolution du transport lourd. Avec le temps, les camions sont devenus plus grands et plus puissants. Ils ont augmenté leur masse et leur capacité de charge, mais les routes ne sont pas devenues plus plates ni plus courtes. Des trajets de montagne sont apparus, des descentes prolongées, des charges de plus en plus proches de la limite légale et des journées de travail où le contrôle constant du véhicule est devenu critique. Dans ce contexte, dépendre uniquement des freins à friction revenait, littéralement, à jouer contre la physique. Le frein moteur apparaît comme une réponse à ce problème structurel, non pas pour remplacer les freins traditionnels, mais pour travailler avec eux. Sa fonction principale n'est pas d'arrêter brusquement le camion, mais de maintenir la vitesse sous contrôle pendant de longues périodes, en particulier dans des situations où freiner de manière continue provoquerait une surchauffe, une perte d'efficacité et une usure prématurée. Il est important ici de marquer une différence clé. Freiner par friction signifie transformer l'énergie cinétique en chaleur dans des disques ou des tambours. En revanche, freiner avec le moteur signifie utiliser les résistances internes du système mécanique lui-même pour absorber une partie de cette énergie avant qu'elle n'atteigne les roues. Ce sont deux philosophies différentes, pensées pour des scénarios différents. L'une est ponctuelle, intense et limitée dans le temps. L'autre est progressive, soutenue et conçue pour durer sur des kilomètres. C'est pourquoi le frein moteur n'est pas un système d'urgence, ni destiné à arrêter complètement le véhicule. Ce n'est pas non plus quelque chose que l'on utilise uniquement dans des descentes extrêmes. Dans la pratique réelle du transport lourd, il est utilisé de manière constante pour stabiliser la vitesse, réduire les changements brusques, protéger les freins de service et offrir au conducteur une plus grande marge de contrôle. C'est un outil de gestion de l'énergie et non un simple frein supplémentaire. Il est également important de comprendre ce qu'est le frein moteur afin d'éviter des confusions courantes. Il n'agit pas de manière autonome ni ne décide à la place du conducteur. Il requiert de la technique et de l'anticipation, continue de fonctionner conjointement avec la pédale de frein et son effet n'a rien de magique. Derrière cette retenue se cache un principe mécanique très concret qui se produit à l'intérieur du moteur, loin des roues. Et c'est là qu'apparaît la véritable question. Si le moteur d'un camion est conçu pour transformer des explosions contrôlées en mouvement vers l'avant, comment ce même système peut-il devenir une force qui freine? Que se passe-t-il réellement à l'intérieur du moteur lorsque le conducteur active le frein moteur et que le camion commence à résister au fait de continuer à accélérer en descente? Lorsque le frein moteur est activé, le camion ne freine pas au sens traditionnel du terme. Il n'y a pas de plaquettes pressant des disques, ni de mâchoires poussant des tambours. Ce qui se produit est quelque chose de plus subtil et en même temps de plus profond. Le moteur lui-même change son comportement interne et passe d'une source de propulsion à une source de résistance contrôlée. Tout se passe à l'intérieur, dans un espace que le conducteur ne voit pas, mais qui gouverne entièrement ce que le véhicule ressent sur la route. Dans un moteur diesel lourd, le mouvement est généré par la combustion qui pousse les pistons vers le bas. Cette force est transmise au vilebrequin et, de là, à la transmission et aux roues. Lorsque le frein moteur est activé, ce cycle est modifié. Le moteur continue de tourner parce que le camion continue d'avancer. Mais il ne reçoit plus le carburant de la même manière ni n'évacue l'énergie comme il le ferait normalement, et au lieu de produire de la puissance, il commence à l'absorber. Le point clé réside dans la compression de l'air à l'intérieur des cylindres.
Le moteur d'un camion déplace d'énormes volumes d'air à chaque rotation et lorsque le frein moteur entre en action, cet air est comprimé avec une résistance plus importante, mais cette énergie n'est pas restituée au système sous forme de poussée utile, elle se dissipe. Le moteur se transforme fonctionnellement en une pompe difficile à faire tourner, et cette difficulté à tourner se traduit directement par une force qui s'oppose à l'avancement du véhicule. Cela explique pourquoi le frein moteur est si efficace à vitesse constante et dans les longues descentes. Le camion n'a pas besoin que quelqu'un lui enlève de la vitesse depuis les roues, il a besoin que quelque chose l'empêche de continuer à accélérer, et c'est exactement ce que fait le moteur lorsqu'on l'oblige à travailler à l'encontre du mouvement propre du camion. Imaginons une situation réelle sur la route. Un camion lourd, complètement chargé, commence à descendre une pente longue et continue. Ce n'est pas une descente extrême, mais elle est suffisamment prolongée pour que la gravité fasse son travail. Sans frein moteur, le poids commence à pousser et le conducteur appuie doucement sur le frein, le relâche, appuie de nouveau, le système répond, mais chaque application génère de la chaleur, de l'usure et une sensation constante de courir après la vitesse, parce que le camion veut toujours aller plus vite que souhaité. Pensons maintenant à la même scène avec le frein moteur activé. Le conducteur sélectionne le rapport approprié, relâche l'accélérateur et laisse le système agir. À partir de là, le moteur commence à s'opposer à la rotation et le camion descend de manière contenue et stable, sans besoin de correction constante, sans à-coups ni sensation d'urgence, parce que la vitesse se maintient grâce à l'équilibre entre la masse, la pente et la résistance interne du moteur qui est déjà établie. Un autre exemple se produit lors d'approches lentes et contrôlées. En zone de montagne, dans des virages serrés ou sur des tronçons où la pente change constamment, le frein moteur permet d'ajuster la vitesse avec une précision qui serait impossible en utilisant uniquement le frein conventionnel. Dans ce scénario, le conducteur ne réagit pas en retard. Il anticipe, et le moteur travaille déjà à l'encontre du mouvement avant que la situation ne l'exige. Il est important de comprendre que le frein moteur n'agit pas de manière magique ni automatique. Son efficacité dépend du régime moteur, du rapport sélectionné et de la charge totale du véhicule. À bas régime, la résistance est limitée, mais à des régimes plus élevés, l'effet devient nettement plus intense. C'est pourquoi son utilisation est intimement liée à la bonne gestion de la transmission. Il ne s'agit pas seulement de l'activer, mais de le faire dans le contexte approprié. Il convient également de clarifier un point. Même si, de l'extérieur, cela peut sembler être un système simple, tous les freins moteurs ne fonctionnent pas exactement de la même manière ni n'offrent la même capacité de retenue. Il existe des différences de conception, de configuration et de la manière dont ils s'intègrent à l'électronique du véhicule, mais toutes les variantes partagent le même principe de base, utiliser le moteur lui-même comme élément de contrôle du mouvement. À partir de là, il vaut la peine d'aller un pas plus loin. Le frein moteur permet de contrôler la vitesse sans user les freins, offre de la stabilité dans les longues descentes et transforme le moteur en un allié silencieux plutôt qu'en une simple source de puissance. Avec tout cela en jeu, une question clé surgit pour comprendre le système dans sa globalité. Quels sont réellement ses bénéfices concrets et dans quelle situation peut-il devenir une limitation plutôt qu'un avantage ? Le frein moteur est souvent présenté comme une solution presque parfaite, un outil qui semble toujours être du côté du conducteur. Cependant, sur la route réelle, avec un poids réel et des conditions changeantes, sa véritable valeur apparaît lorsqu'on le comprend pour ce qu'il est. Une aide puissante qui fonctionne mieux lorsqu'elle est utilisée avec discernement, non pas pour remplacer le frein de service ni pour résoudre toute situation à elle seule, mais pour travailler conjointement avec le reste du système et le soulager lorsqu'il en a le plus besoin. Dans les descentes longues et soutenues, surtout avec un camion chargé, transportant des marchandises, des matériaux ou des aliments, avec des dizaines de tonnes poussant par l'arrière, le frein moteur devient un élément clé, car il permet de contrôler la vitesse sans solliciter de manière constante les freins traditionnels et évite qu'ils ne surchauffent et ne perdent de leur efficacité. C'est là qu'il fait réellement la différence. Il ne s'agit pas de freiner fort, mais de freiner de manière constante, prévisible et sûre, quelque chose qu'aucun frein de service ne peut faire indéfiniment sans conséquence. Un autre avantage réel apparaît dans la stabilité de l'ensemble. En agissant depuis le moteur et à travers la transmission, la décélération est plus homogène et moins brutale,
Ce qui aide à maintenir le contrôle de la remorque réduit les mouvements de balancement et fait que le camion réagit de manière plus docile dans des situations où un freinage conventionnel pourrait déstabiliser l'ensemble. Sur les routes de montagne ou lors de trajets de longue distance, cette différence ne se ressent pas seulement sur la mécanique, elle se perçoit aussi dans la fatigue du conducteur. Car un véhicule plus stable exige moins de corrections, moins de tension et moins d'efforts soutenus au volant. Mais le même système qui apporte du contrôle peut devenir un inconvénient s'il est utilisé sans comprendre ses limites, car sur des surfaces à faible adhérence, comme une pluie intense, la glace ou la neige, une décélération excessive provenant du moteur peut provoquer des pertes de traction, surtout lorsque les roues motrices sont contraintes de réduire leur vitesse plus rapidement que ce que l'asphalte permet. Dans ces scénarios, le contrôle devient plus fragile et le frein moteur ne disparaît pas comme outil, mais exige un dosage beaucoup plus soigneux, appliqué avec sensibilité et anticipation, afin de ne pas compromettre la stabilité de l'ensemble. Il existe également de fausses attentes. Certains conducteurs font confiance au frein moteur comme s'il s'agissait d'un système d'arrêt immédiat, alors qu'en réalité sa fonction est de gérer la vitesse et non d'arrêter le camion en quelques mètres. Penser qu'il peut remplacer complètement le frein de service conduit à des erreurs de calcul, en particulier dans des situations imprévues comme un trafic à l'arrêt, des virages serrés ou des pentes courtes mais prononcées. Le frein moteur n'improvise pas, il répond exactement à ce qu'on lui demande, et cela peut jouer en faveur ou en défaveur. Le mauvais usage apparaît généralement lorsqu'il est appliqué de manière agressive ou hors contexte. L'activer avec trop d'intensité sans tenir compte du poids réel du camion, de la pente ou de l'état de la route peut générer plus de tension que de soulagement. Au lieu de protéger le système, on le force à travailler en dehors de sa zone idéale. C'est là que beaucoup découvrent que l'outil n'est pas le problème, mais la manière dont il est utilisé. Tout cela laisse une chose claire. Le frein moteur n'est ni bon ni mauvais par nature. Il est efficace lorsqu'il s'intègre à une conduite consciente et devient un risque lorsqu'il est traité comme une solution automatique. Deux camions identiques, avec le même système et la même charge, peuvent se comporter de manière complètement différente selon la façon dont les décisions sont prises au volant. Et si la différence ne se situe pas seulement dans la mécanique ni dans l'ingénierie, mais dans la manière et le moment où cet outil est utilisé, alors une autre inconnue surgit. Lorsque le frein moteur cesse d'être un simple système et en vient à dépendre du jugement, de l'expérience et de la lecture de la route, qu'est-ce qui définit réellement un bon conducteur de camion? Jusqu'à présent, nous avons parlé du frein moteur comme d'un système, comme d'un principe physique et comme d'un outil mécanique. Mais sur la route réelle, le frein moteur n'agit pas seul, il ne prend pas de décision, n'interprète pas l'environnement et ne corrige pas les erreurs par lui-même. Tout cela est fait par la personne assise derrière le volant. Deux camions identiques, avec la même charge et le même système de freinage, peuvent traverser une longue descente de manière complètement différente. La différence n'est pas dans le métal, elle est dans le discernement. Un conducteur expérimenté ne réagit pas à la route, il l'anticipe. Avant que la pente ne devienne prononcée, il a déjà choisi le rapport approprié. Avant que le camion ne commence à prendre de la vitesse, le frein moteur travaille déjà de manière progressive. Il n'attend pas que le poids pousse avec violence, ni ne fait confiance au fait que les freins de service régleront tout. Il utilise le frein moteur comme un outil constant, silencieux, presque invisible, qui maintient l'ensemble stable sur des kilomètres sans exiger du système plus que nécessaire. Sur la route, cela se traduit par des décisions concrètes. Dans une longue descente à pleine charge, le conducteur expérimenté maintient le régime moteur dans une plage sûre, combine le frein moteur avec de légères pressions sur le frein de service et évite les changements brusques qui perturbent l'équilibre du camion. Dans les virages enchaînés, il ralentit avant d'entrer, pas au milieu de la manœuvre. Sur un asphalte humide ou avec des variations d'adhérence, il privilégie la douceur à la force. Le frein moteur ne s'utilise pas pour imposer le contrôle, mais pour le maintenir. Mais ce même système, mal utilisé, peut devenir un problème sérieux. Activer le frein moteur de manière brusque, avec un rapport inadapté ou dans des conditions de faible adhérence, peut provoquer une perte soudaine de traction. Dans les fortes descentes, se fier aveuglément au frein moteur sans lire le poids réel de la charge peut conduire à une fausse sensation de sécurité. Le camion semble maîtrisé jusqu'au moment où il ne l'est plus et lorsque cela arrive, la marge de correction est minimale.
Il existe des scénarios où un mauvais usage peut s'aggraver rapidement. Une longue descente avec de la glace ou de la neige, une réduction excessive au mauvais moment, une activation brutale du système. L'ensemble peut se déstabiliser, l'essieu moteur perdre de l'adhérence et le camion commencer à se comporter de manière imprévisible. Non pas parce que le frein moteur est dangereux, mais parce qu'il a été utilisé sans discernement, sans lecture de l'environnement et sans respect des limites physiques du véhicule et de la route. C'est pourquoi, après avoir montré ces extrêmes, il est important de revenir au centre. Le frein moteur n'est pas l'ennemi. Au contraire, bien utilisé, c'est l'un des plus grands alliés du conducteur. Il réduit l'usure des freins de service, améliore la stabilité dans les descentes prolongées et permet de maintenir le contrôle du camion pendant des heures de travail exigeants. Le problème n'est jamais l'outil, mais l'attente que l'outil fasse le travail qui relève de l'expérience humaine. La véritable différence se joue dans l'apprentissage accumulé, apprendre à écouter le moteur, à sentir comment la charge réagit, à interpréter le terrain avant qu'il ne devienne un défi. Cette expérience ne sort pas d'usine et ne s'active pas avec un interrupteur. Elle se construit avec des kilomètres, avec des erreurs corrigées et avec le respect de la machine. Le frein moteur, entre les mains de quelqu'un qui en comprend la fonction et les limites, devient une extension naturelle du conducteur. Lorsqu'il est utilisé ainsi, il cesse d'être un système technique pour faire partie d'une conduite intelligente. Non pas comme une solution automatique, mais comme un outil qui amplifie le discernement de celui qui sait quand l'exiger et quand le laisser travailler en silence. Lorsque aujourd'hui tu regardes un camion lourd descendre une longue pente, tu ne vois plus seulement un grand véhicule se déplaçant lentement. Tu observes un équilibre constant entre le poids, la gravité, la mécanique et le discernement humain. Ce qui pouvait auparavant sembler automatique, voire trivial, se révèle aujourd'hui comme une chorégraphie précise où chaque décision compte. Et ce changement de regard est, au fond, la véritable conclusion de ce parcours. Au début, le frein moteur pouvait sembler n'être qu'un détail technique de plus, un système supplémentaire parmi tant d'autres. Mais tout au long du chemin, nous avons compris qu'il ne s'agit pas de freiner pour freiner, ni de remplacer la pédale traditionnelle. Il s'agit de gérer une force démesurée sur des kilomètres entiers, d'accompagner le camion au lieu de lutter contre lui, de permettre au moteur de travailler comme un allié lorsque la gravité pousse sans relâche. Ce qui paraissait être une ressource secondaire devient soudain une pièce centrale de la sécurité et du contrôle. Mais peut-être que la chose la plus importante que nous comprenons maintenant est qu'aucune technologie ne tient toute seule. Le frein moteur ne prend pas de décision, n'interprète pas la météo, ne ressent pas le poids et n'anticipe pas la route. Tout cela dépend du conducteur. Bien utilisé, c'est un outil puissant qui réduit les risques et protège la machine. Mal utilisé, il peut générer une fausse sensation de sécurité. La différence ne se trouve pas dans le système, mais dans la personne qui l'actionne, dans son expérience, dans sa lecture de l'environnement et dans son respect des limites réelles du camion. Après avoir parcouru tout cela, le frein moteur cesse d'être un concept abstrait et devient quelque chose de tangible. Il n'est plus seulement un son caractéristique dans une descente, ni un levier de plus dans la cabine. Il est la raison pour laquelle un camion chargé peut descendre de manière stable, répétable et sûre. C'est l'une de ces solutions d'ingénierie qui passent inaperçues précisément parce qu'elles font leur travail trop bien. Et ce n'est qu'un exemple de plus. Le monde du camion lourd est rempli de systèmes qui paraissent simples jusqu'à ce qu'on les observe avec attention. Chacun existe parce qu'il résout un problème réel, souvent invisible pour celui qui regarde de l'extérieur. Si comprendre comment fonctionne le frein moteur a changé, ne serait-ce qu'un instant ta façon de voir la route, il reste encore beaucoup à découvrir. Derrière chaque décision mécanique, il y a une histoire, une logique et une raison qui valent la peine d'être connues. Suis-nous et abonne-toi pour continuer à explorer comment fonctionnent réellement les machines qui font avancer le monde et ne pas manquer les prochaines vidéos.